Bon, bah, écoutez, merci à vous toutes et tous de nous rejoindre. Donc, bienvenue à ce webinaire et cette webconf finalement qui est la troisième d'une série consacrée à la lumière dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler de l'IRC, les nouvelles définitions, les applications et bien évidemment, on va privilégier aussi ensemble un moment d'échange, de questions avec Jean-Jacques Ezrati, qui est à mes côtés, un éclairagiste conseil qui a beaucoup d'expérience dans cette IRC. Au-delà de l'IRC, donc je vous fais une petite introduction. L'AFE, donc tout le monde connaît, c'est l'Association française de l'éclairage. Aujourd'hui, il y a des membres de l'ACE qui nous ont rejoints. L'idée, c'est aussi d'avoir une interactivité ensemble, si on peut en tout cas avancer en ce sens. Ce qui se passe, c'est qu'on a déjà, depuis la semaine dernière, on a réuni le bureau de Grand Paris Île-de-France pour vous présenter un programme 2021 ambitieux. Donc, il y a des visites en présentiel si le Covid nous le permet pour aller visiter des réalisations. Pardon? Oui, Michel Chauvin, qui est à côté de nous dans la salle, me dit de vous présenter des réalisations exemplaires en termes d'éclairage. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et cette série de webinaires, en fait, consacrée à la lumière dans toutes ses dimensions, continue également. Et pour ce faire, je vous présente le prochain webinaire qui aura lieu, bien évidemment, le 9 avril, donc sur le flickering, donc c'est #modulation temporelle de la lumière. Le flickering, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ce webinaire-là. Sachant qu'en plus, on est en train de réfléchir, là, toutes les sessions de webinaire sont en cours d'enregistrement. Donc, on est en train de réfléchir, de savoir un petit peu comment on va vous les mettre à disposition, donc uniquement aux adhérents pour un replay, en tout cas de chaque session. Voilà. Que puis-je vous dire de plus? C'est qu'aujourd'hui, l'AFE, c'est sur Grand Paris Île-de-France, on a à peu près 200 adhérents. Donc, on compte sur vous pour nous rejoindre et nous apporter de lumineuses idées au sein du bureau. Je vous souhaite à toutes et à tous une superbe webconférence et je vous dis à tout à l'heure pour un partage et un échange de questions. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que j'ai répondu quand même à la demande du bureau de l'AFE Île-de-France pour essayer d'apporter, je dirais, quelques notions sur l'IRC et sur ce qui suit donc le TM30, ce que nous allons voir. Donc, le rendu des couleurs. Donc, c'est un webinaire que nous avons presque préparé quand même à plusieurs grâce à Caroline. Et puis, nous avons aussi bénéficié, je dirais, d'une aide de Ludwig Laplace, qui est un utilisateur du TM30, de la société Robert Julia. Et puis, Michel Chauvin, donc de l'AFE, qui est venu aussi nous aider pour quelques photographies que nous avons mis dans cette présentation. Voilà. Alors, jusqu'à la moitié du siècle dernier, l'éclairage électrique n'était constitué que de lampes à incandescence qui, comme la lumière naturelle, comprenaient toutes les radiations colorées du spectre visible. La question du rendu des couleurs ne posait guère, effectivement, de questions. Avec l'arrivée des sources à décharge, et notamment des lampes fluorescentes résultant d'une recherche d'efficacité au détriment de la qualité, il a fallu obtenir une méthode de classification des sources sur ce dernier critère, le rendu des couleurs. Donc, on a en dessous, effectivement, le spectre de la lumière naturelle. On voit bien qu'il est continu. On a le spectre de l'incandescence, de l'halogène. On voit bien que c'est un spectre continu.
On a en dessous un spectre, c'est vrai, qui est continu d'une lampe T8 de qualité, on y voit les raies du mercure, mais ce que nous avons, et encore aujourd'hui, avec les T5 et les T8, en grande majorité, c'est ce que vous avez en bas à droite. Donc on voit les triphosphores, où là on voit très nettement que ce n'est plus un spectre continu. Alors c'est vrai que c'était cette qualité de lumière m'a intéressé professionnellement, puisque à partir des années 80-82, j'ai rejoint la direction des musées de France et je me suis occupé justement de ce problème de qualité de lumière, notamment pour les ateliers de restauration. Là, vous voyez un des ateliers de restauration papier, qui est équipé d'un luminaire gamin qui a un mélange effectivement de tubes et d'incandescence pour reproduire l'illuminant D65, donc une lumière du jour, et pour obtenir sur le plan de travail, on voit 1500 lux sous 6500 Kelvin. C'est un peu les notions qu'on va utiliser, qu'on utilise, je dirais, en restauration. Alors, indice de rendu des couleurs, définition des couleurs de référence. Il fallait partir de ça. La CIE définit cet indice qu'on a pensé dès 48, qu'on a défini en 65, revu en 74, puis en 95, par l'évaluation quantitative du degré d'accord entre la couleur psychophysique d'un objet éclairé par un illuminant en essai et celle du même objet éclairé par un illuminant de référence. L'état d'adaptation chromatique ayant été correctement pris en compte. Voilà l'objet. Est-ce bien ça l'objet qu'on a utilisé pour... Merci de rien. On continue. Eh bien, non. Voici ce que nous avons choisi en 1965 pour représenter effectivement les couleurs sur lesquelles nous allions juger, je dirais, de la qualité, je dirais, d'une source de lumière. Vous voyez, ces couleurs-là, on est dans les verdâtres, on est dans les couleurs pastel. Il n'y a pas de rouge. Ben, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le rouge, c'était difficile à produire, on ne savait pas, et il fallait quand même placer un peu ces tubes entre les moins bons et les plus bons, si l'on veut. Et c'était donc, on n'allait pas, je dirais, casser complètement le marché en mettant effectivement des couleurs qu'on était pratiquement incapable de reproduire correctement. Alors, cet IRC donne donc un classement du rendu des couleurs d'une source en essai par rapport à une source de référence de ces différentes couleurs de test choisies. De plus, si depuis 1974, celui-ci comprenait 14 couleurs, à vrai dire 15 depuis 1995, dans la pratique, l'indice général du rendu des couleurs, l'IRC-RA, n'utilise que les 8 premières couleurs de cet ensemble, celles que je vous ai montrées précédemment. Aussi, ça c'est les couleurs réelles. Effectivement, il manque une couleur que je m'étais même moi-même procuré pour être bien sûr des belles références Munsen. Alors maintenant, quel est le protocole de mesure de cet indice, le calcul de cet indice de l'IRCRA? La première chose, c'est de commencer par la composition spectrale de la source en essai. On commence par avoir et obtenir le spectre. Une fois qu'on a le spectre, on va, à partir de là, calculer les mesures des coordonnées trichromatiques. Alors, c'était d'abord, on aurait très bien pu prendre XY ou UV, ça ne pose pas de problème puisque ça va simplement nous servir à obtenir, je dirais, à estimer la température de couleur de la source de référence, qui devra être la même, naturellement, que celle de la source en essai. Voilà, alors là, je vous ai choisi effectivement une source de référence. C'est une lampe à incandescence. Alors, ce n'est pas l'illuminant A exactement, parce que c'est une lampe halogène, mais ça correspond à ce que nous désirions. Même température de couleur que, je dirais, la source en essai. Alors, ce que vous voyez aussi, qu'il fallait quand même que ce soit relativement proche, parce qu'on voit que le delta de chrominance entre les deux sources doit être quand même très proche, hein, puisqu'on est quand même 2-3 chiffres après la virgule.
Une fois que l'on a ça, eh ben, on va faire cette mesure sur notre gamme de couleurs et avec la source en essai, puis avec la source de référence. De là, on va calculer les coordonnées chromatiques des deux et on va calculer la différence qui existe sur le résultat d'une source par rapport à l'autre. Voilà. Alors vous avez là aussi, je dirais, la formule du delta E étoile. Alors là, on a effectivement, je dirais, changé encore de diagramme et d'espace chromatique. Tout ça, c'est dû, on n'est plus en 65, ça c'est déjà du 74, et on est même au 76 avec le SILUV. C'est sur les formules de différence de couleur où on a, je dirais, travaillé un peu plus et les connaissances en sont acquises pour travailler un tout petit peu plus sur cette première colorimétrie. Alors là, oui, pour vous dire que toute cette histoire de diagrammes qui passent les uns aux autres sont des suites, effectivement, de trituration mathématique qui nous amènent à partir, je dirais, du diagramme de chromaticité de 1931 à celui de 1960 à celui de 1976. On voit que pour chacune des couleurs de test, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Et maintenant, pour chacune des couleurs test, nous allons pouvoir calculer le R qu'on appelle petit i, puisque c'est pour chacune des 8 couleurs. À vrai dire, ça peut être aussi pour chacune des 15 couleurs. On le voit, étant donné que l'IRC d'un illuminant de de référence qui est sur la courbe de Planck, sur le corps noir qui est de 100, et bien pour obtenir cet RI, on part de 100 moins, vous voyez, 4,6 multiplié par justement le delta qu'on aura trouvé entre les sources ASC et la source, la source, je dirais, de référence. Une fois qu'on a ce RI, eh ben, tout simplement, on va calculer l'indice RA, qui est la sommation et la moyenne du coup après de ces différents RI. Alors, toujours là, on aura un RA, ça veut dire uniquement sur les 8 premières couleurs. Là, un petit exemple pour nous montrer, là sur ce diagramme, alors vous voyez des croix, des ronds noirs et des ronds blancs. La croix est la source de référence, et puis, oui, la croix est la source de référence. Le rond noir est une source, on va dire, de qualité, son RA est de 92, on voit relativement proche et très proche, je dirais, la source de référence, et on voit une source de moindre qualité, puisque le RA est de 63, c'est quand même un RA qu'on ne trouve pas aujourd'hui, très rarement, qu'on pouvait peut-être trouver à une certaine époque, où là on voit que c'est effectivement très mauvais et on est très éloigné. Alors voilà un peu sur cette RA et sur les applications. Pas plus tard, en fin de compte, que le mois dernier, dans un musée dans lequel on m'a demandé effectivement conseil pour le passage au LED, on m'a dit ah, bon, on a déjà commencé, on a déjà fait du relamping et voilà, on a pris des LED et on voulait une lumière un peu plus froide, donc on a pris des LED un peu plus froides, mais l'effet est plutôt tristouné, c'est grisâtre, on ne s'attendait pas à ça avec ces lampes-là. Ils s'étaient habitués naturellement à plutôt à du 3000 Kelvin avec des lampes de qualité qui étaient des halogènes. Donc j'ai pris effectivement cette lampe, j'en ai fait une analyse et vous avez là le spectre. Vous n'avez pas seulement le spectre, on va y voir naturellement là, vous voyez les 8 IRC et naturellement on a l'IRC global que nous avons, le RA qui est en dessous. Voilà. Alors, oui, non, il y a le plus, j'ai dit, ben, regardons un peu une autre couleur, prenons justement le R9, le rouge. Hein. Aujourd'hui, faute de mieux, nous demandions, et nous demandons d'ailleurs à tous nos fournisseurs de nous fournir en plus du RA le R9 pour voir quand même sa qualité dans le rouge. Et là, vous voyez effectivement que
cette qualité allait très loin des 90 ou des 80 qu'on pourrait attendre. Donc, ceci nous donne, je dirais, un RA relativement faible. Ça, c'est la première constatation que l'on fait. Et l'analyse du spectre. L'analyse du spectre et le calcul du RA nous renseignent directement. Comment on va aller tout à l'heure un peu plus. Voilà, alors les limites effectivement du RA, ça ne nous renseigne pas sur beaucoup de choses. On le voit ici, nous avons effectivement deux sources différentes, LED et fluo. Les RA sont les mêmes, mais les spectres sont déjà différents très nettement. C'est vrai que c'est aussi par ce choix aussi de nos couleurs de référence, qui est quand même un choix qui a été fait il y a plus de 50 ans, et je dirais plus pour favoriser, je dirais, les industriels, qui n'est pas des chiffres négatifs, que les utilisateurs. La réduction de la qualité d'une source ne peut pas être aussi réduite à un seul indice, ça ne suffit pas. Et puis, là aussi, on était limité par la prise en compte de la couleur hors du contexte. On est dans une couleur hors contexte. La couleur par elle-même, mais une couleur, elle est toujours vue dans un contexte, dans un environnement. Donc là, avec cet IRC-RA, les choses n'étaient pas prises. Et cela nous amène à aller vers un nouvel indice. Voilà. Le nouvel indice, l'indice de fidélité, alors j'ai mis le 2017 pour la CIE, puisqu'il a été reconnu, en voie d'homologation, issu du TM30, alors du TM30-18 et pas du TM30-15. On le voit fait par nos collègues, justement, américains qui l'ont proposé, je dirais, à la CIE. Alors, on voit, il a été proposé en 2015 pour travailler sur une nouvelle méthode d'évaluation des sources lumineuses. On l'a appelé donc le TM15 puisque c'est en 2015 qu'il a été proposé, adopté en 2017 par la CIE pour, je dirais, un des indices. Mais aujourd'hui, on en est déjà à une version que je n'ai pas testée, qui est le TM30-20. Alors, cette méthode propose non seulement un indice pour remplacer l'indice de rendu des couleurs, RA, par l'indice de fidélité, RF, mais aussi d'autres indices pour décrire les qualités des sources de lumière blanche. Si la démarche est semblable, là aussi toujours une source en essai par rapport, je dirais, à une source de référence, les principaux changements font intervenir les éléments suivants. On va voir le type d'observateur, un continuum du corps noir, un nombre plus important de couleurs test, une prise en compte du modèle d'apparence SICAM, fournir un indice de fidélité, des indices de fidélité particuliers pour des utilisations particulières, un indice étendu RG, et puis des représentations graphiques. Revenons effectivement dessus. Voilà, quand on parle effectivement de l'observateur, le RA, l'observateur qu'on a choisi, puisque en colorimétrie, il y a trois choses qu'on doit prendre en compte, l'observateur, la source, l'objet. L'observateur choisi, l'observateur de 1931, est l'observateur sur une vision de 2 degrés, c'est-à-dire au niveau véritablement de la FOVA, qui ne prend pas le champ environnement. Donc on est vraiment sur l'objet, le point coloré. Au niveau du TM30 et de la CIE même, en fin de compte, ça a été de choisir l'observateur de 64, qui est lui sur 10 degrés, c'est-à-dire qui englobe un peu, je dirais, le pourtour effectivement de l'objet. Là aussi, pour ce qui est effectivement du continuum du corps noir, nous avons le corps noir, alors la courbe effectivement, le corps noir qui va à peu près jusqu'à 5000 Kelvin, un peu moins, et puis après, naturellement, l'équivalent sur la courbe de Planck pour la lumière du jour. Mais ce n'est pas exactement au même endroit. Il y a toujours des petites différences. C'était pas facile, effectivement, à choisir. Et là, en fin de compte, ce que propose le TM, c'est de réunir, donc de moyenner un peu dans cette, entre 5005
et 4000 Kelvin. C'est donc aussi un changement par rapport au R. Autre changement, naturellement, et c'est celui qui me paraît comme ça le plus important, c'est naturellement un nombre plus important de couleurs test. Issu d'une base, en fin de compte, d'objets colorés de plus de 100 000, réduit à 5 000, redescendu à 2 000, pour en fin de compte arriver à 99, qui devrait suffire à nous donner, je dirais, une représentation des couleurs. Donc ça, c'est par rapport, vous voyez, les couleurs sont toutes très différentes de celles que nous avions, je dirais, avec l'air. Autre point important, c'est la prise en compte des modèles d'apparence SICAM. On a toujours commencé à discuter, je dirais même, on voit en 95, c'était le SILUV qu'on utilisait pour avoir un modèle d'apparence plus correct. En fin de compte, dans les années 2000, on est passé à un autre modèle de SICAM qui fait intervenir, on le voit, pas seulement la source, si on veut, mais je ne dirais pas la source, mais le stimulus à mesurer, le pourtour, mais aussi le fond et aussi, en fin de compte, l'arrière-fond. Je dirais qu'on prend un peu plus la globalité de la vision de la couleur. Donc là, c'est pour présenter justement d'une représentation de l'espace SICAM. Vous voyez que l'espace SICAM, c'est du A' sur l'axe rouge-vert, B' sur l'axe jaune-bleu vers le bas. Et qu'est-ce que l'on peut remarquer par rapport, je dirais, au diagramme de chromaticité que nous connaissions de 1931, que ce qu'on appelle les ellipses de macadam ne sont plus des ellipses. Dans l'ellipse de macadam, je dirais, tout ce qui est à l'intérieur se ressemble. Là, les ellipses sont de toute façon multipliées par 10. Ce n'est pas la réalité, c'est la réalité un peu augmentée. Mais là, on voit qu'avec le SICAM, au lieu d'avoir des ellipses, on a quand même beaucoup plus, je dirais, des cercles bien répartis dans l'espace des couleurs, et donc, ou même s'il le faut, des petites ellipses, mais de grandeurs qui sont quand même semblables. Donc là aussi, c'est pour travailler sur les différences de couleurs, de travailler avec, je dirais, le SICAM. Et voilà cette nouvel indice des couleurs, le RF, qui est là aussi la moyenne. Alors, bon, c'est savoir si une moyenne arithmétique, ça aurait pu être aussi, je crois qu'on s'est interrogé sur la moyenne quadratique qui est un peu différente, mais de tous les indices différents, des 99 qu'on a, le RF, donc c'est un peu cette sommation et cette moyenne, mais sur toutes ces couleurs. Par contre, on peut avoir aussi, pour des applications particulières, des indices intéressants. Par exemple, en cosmétique, où là où le visage, là où la peau est intéressante, on peut se rassurer effectivement que le RF skin de la peau est correct. Lui se calcule tout simplement sur la moyenne de deux couleurs. C'est par rapport à tout ce qui s'est fait au niveau Moyen-Âge, moyenne en fin de compte, ça paraît suffisant. Et l'on voit par exemple le RFC qui lui sera beaucoup plus au niveau, je dirais, des textiles, ben, qu'on prend beaucoup plus de couleurs. Mais tout va dépendre, en fin de compte, je dirais, de son application. C'est là où ça devient intéressant. On peut choisir, je dirais, l'ERF qui va favoriser notre travail et qui peut être intéressant. Et puis, autre nouvel indice, l'indice étendu, le gamut. Alors, quand on parle gamut, on a souvent cette connaissance du gamut par, je dirais, nos imprimantes, je dirais, nos écrans, qui vont avoir un espace de reproduction des couleurs qui peut être limité. C'est cet espace de couleurs qui peut être limité, on le voit là, le diagramme
qui est le plus parlant pour tout le monde, celui de 1931, différents gamutes sous différents systèmes. En fin de compte, c'est ça, le gamut, c'est un espace, en fin de compte, limité, on va dire, de couleurs. Alors, voilà, représentation graphique. Et bien, voilà ce que nous avons. Donc, sur la droite, vous voyez, on a les deux gamutes. Alors, ce que l'on peut remarquer là aussi, et c'est intéressant de le voir, si on regarde, on est sur le même rendu de fidélité, bien, mais on est aussi sur le même gamut, et vous voyez que ce même gamut, G, il est 200. Pourtant, vous voyez, on a là deux sources quand même nettement différentes. Ce qui est intéressant avec cette représentation graphique, qu'on voit bien les endroits où notre source en essai va saturer, va favoriser certaines couleurs en saturation, et comment, dans d'autres, effectivement, elle va, je dirais, les désaturer. Et on obtient peut-être un RG de 100, mais ça ne veut rien dire. Il faut regarder cette représentation graphique pour voir dans quel sens. Donc, il ne suffit pas non plus d'avoir un RG de 100 pour se dire c'est formidable. C'est formidable, oui, mais tout va dépendre pour quelle application. C'est là où va apparaître, je dirais, dans la mise en œuvre du TM3018, ces différents indices. Alors là, bon, c'est vrai, mais là, je vous engage aussi très rapidement à télécharger gratuitement, je dirais, le logiciel sous Excel du TM30 qui se trouve facilement. On pourra le partager après. On pourrait le partager, mais bon, je vais vous donner simplement le lien. Et là, vous voyez, là, c'est tout simplement quoi? C'est une lampe dichroïque, donc une lampe halogène que j'ai choisie. Alors là, j'ai choisi, on le voit ici, parmi, j'ai choisi, on ne le voit pas, où est son numéro? C'est vrai que nos écrans sont petits, mais bon, que j'ai choisi dans l'album, en fin de compte, complet que nous avons, qui est offert aussi avec le thème, mais ça pourrait être, et puis là, on voit naturellement la composition spectrale est là, et là, on voit longueur d'onde par longueur d'onde, nanomètre par nanomètre, on voit là les valeurs. Alors, là, je l'ai choisi peut-être là. Regardez, voilà, je vais passer à l'autre diapo. Voilà. Là, vous voyez, c'est tout le choix. Alors, j'en ai plus d'une centaine de sources. Et là, j'ai choisi, voilà, on le voit là, l'halogène. Voilà, j'ai choisi l'halogène. Donc, simplement, ce que j'ai besoin, c'est de capturer mon fichier Excel, ma colonne, et cette colonne, de la remettre dans le logiciel. Hop. Voilà, de la remettre là dans la partie jaune. Voilà. Naturellement, il faudra là aussi que je donne un numéro. Ce sera le numéro 0 lorsque je veux rentrer. Je dirais une source. Finalement, Jean-Jacques, excuse-moi, je vais te poser une question. Ce que tu rentres dans ta colonne pour pouvoir déterminer finalement le RG, c'est le spectre de la source. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Enfin, c'est le spectre. Oui, c'est les valeurs numériques du spectre. Nanomètre par nanomètre. Bien sûr. Ce que nous donne tout appareil, tout spectrocolorimètre que l'on pourrait avoir, va nous le donner. Voilà, donc là, voilà, je continue. Bon, nous avons bien compris, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de la table, nous venons d'horizons différents. Et tous, que ce soit aussi bien fournisseurs, effectivement, je dirais, d'énergie, d'appareils de mesure. On les renvoie que l'on avait fait sur. C'est ça. Tout à fait. On peut vous renvoyer au premier webinaire que j'ai loupé, celui-là, sur le spectre et la lumière. D'ailleurs, si on parle spectre, pour en revenir, là, on va y revenir, je vais en reparler du spectre. Mais continuons là pour l'instant. Continuons la présentation. Voilà.
Donc, voilà une autre source. Et voilà la représentation. Lorsque je demande le rapport, voici le rapport que j'obtiens. Alors, j'obtiens quoi? J'obtiens le spectre. Et là, vous voyez que je vais obtenir, sur ces graphiques-là, en fin de compte, les plus et les moins, les saturations et les désaturations, que je retrouve naturellement ici. Là, je retrouve mes différents RF. Et le tout, là-dedans, se retrouve ici, où je vois que mon RF est de 91, mon RG de 97. Ça, c'est mon delta qui est source de référence, source d'essai. Il est très faible, donc c'est très bon. Et naturellement, ma température de couleur. Alors maintenant, on peut s'interroger, mais qu'est-ce que c'est effectivement là, on voit effectivement des lignes, on voit des quartiers, et effectivement, on voit des quartiers d'angle. Tout simplement, nos 99, je dirais, couleurs, et calculs de couleurs qu'on a fait, en fin de compte, on les voit distribués là dans l'espace SICAM, mais on a redivisé ça en 16 quartiers. Si bien que par ici dans le quartier 1, j'ai pratiquement tout ce qui sont les rouges dans le quartier 1 et 16, pratiquement tout ce qu'on va avoir comme couleur qu'on retrouve dans les 99 qui sont plutôt dans les rouges. Ici, je vais avoir dans le 8-9 plutôt tout ce qui est vert, dans le 12-13 plutôt ce qui est bleu, et naturellement dans le 5-4 ce qui est jaune. Et il peut être intéressant, et c'est là où c'est intéressant d'avoir, c'est là, hop. C'est une autre source. Oui, là c'est une autre source. Oui, oui, mais voilà, je voulais vous les montrer ici, c'est très bien. Vous voyez, voilà, là, on a nos 16 quartiers. Donc, c'est une simplification aussi, mais ça nous permet quand même de voir, lorsque je suis en recherche, je dirais de valoriser, ou surtout de chercher de ne pas dévaloriser les couleurs, de voir tout simplement ce que ça donne dans un espace plus resserré. C'est quand même là aussi un des avantages. Alors là, tout simplement, là, j'ai pris une autre source. J'ai pris une source que l'on trouve dans le commerce, qui est une source, on va dire, dynamique, en fin de compte, à variation de température de couleur. Et j'ai voulu regarder ce que ça donnait à 4000 Kelvin pour voir s'il y avait une différence. Vous voyez, le RF de 90, le RG de 98, par rapport à 6000, vous voyez, les différences sont très faibles. C'était une histoire de jouer et de voir. Je crois que ça, je l'ai fait effectivement sur voilà, le 3000 et voilà, non, le 1000 là, je ne l'ai pas mis, mais après ça fait rien. C'est pour regarder un peu cette constante qu'on va avoir là aussi au niveau aussi de la saturation ou de la désaturation. Si on voit au niveau de la désaturation des rouges, vous voyez là à 4000 Kelvin, environ 4000 Kelvin, hein, on désature un tout petit peu les rouges. On voit que là aussi, même à 6000 Kelvin, on continue. Donc la qualité, là, on voit le RG est pratiquement le même. Bon, là, je les ai comparés, j'ai pris les deux autres graphiques où on voit ici le RF. Vous voyez, je suis dans les 90, 91. Et puis le RG sur cette ligne-là, qui est là aussi de 98. Vous voyez, sur les deux couleurs, il y a une petite différence. C'est intéressant à pouvoir avoir. Alors, ce qui est le plus intéressant, et ce qui était intéressant, c'est que nous nous sommes déplacés, je dirais, à la société Robert Julia, parce que j'ai été étonné lorsque je me suis mis à travailler sur ce webinaire, de rechercher, mais qui utilise, je dirais, le TM30. Moi, je ne l'ai pas vu beaucoup chez les fournisseurs avec qui je travaille. On me parle toujours de l'IRC, mais du TM30, peu sont les fabricants à l'indiquer, je dirais, dans leurs sources, dans leur documentation. Et là, ben, ça a été effectivement chez Robert Julia, qui est un fabricant bien connu français, troisième génération, je dirais, de matériel scénique, qui, en fin de compte, l'utilise. Et l'utilise tout simplement parce que, parce que les nouvelles rampes, les
nouveaux projecteurs de nom d'Alice, si l'on veut, sont une source que je pourrais presque appeler multispectrale, encore que, puisqu'ils vont utiliser dans cette source-là jusqu'à 8 sources. 6 sources colorées et 2 sources blanches au niveau des LED. Et là, on se dit, tiens, on va s'amuser un tout petit peu avec le logiciel de travailler avec cette source. Alors, pas, là, vous avez le spectre de la source, on a une lumière blanche, qui doit nous être indiquée la température de couleur que l'on a. Vous voyez en bas à droite du graphique, voilà, ou à gauche du graphique, voilà. Mais on va s'amuser, mais on va regarder un peu ce que ça donne en triturant tout ça. Et pour triturer tout ça, on va vraiment revenir à une base, c'est-à-dire à une base qu'on a eue dans les années 2000 et quelques, lorsqu'on savait faire du blanc avec du RGB. Alors voilà, on s'est dit, puisque cette source nous permet de jouer avec ces différentes LED, eh bien on va regarder notre blanc, on va regarder nos couleurs sous RGB, on va regarder nos couleurs en rajoutant au RGB la LED orangée, ce qui, dans le temps, s'est fait aussi. Hein. En 2010, on a rajouté un peu d'orange. Et puis là, c'est de rajouter encore ici, on le voit, du cyan. Voilà. Et par rapport à la source que vous avez en bas, qui est le multispectral, où là, toutes les sources. Alors, intéressant de regarder, par exemple, une couleur. Je la regarde sur les trois. Vous voyez, là, en prenant cette sorte de blanc, l'on voit effectivement les dérives que l'on peut avoir, les différences. On le voit encore un peu plus, je dirais, sur l'orangé, hein, où l'orangé en RGB, c'est pratiquement du rouge. Il revient orangé lorsque on a complété le spectre. Donc ça, c'est un point, je dirais, assez intéressant et qui peut nous amener, parce que bon, aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est la gestion de la lumière, nous savons gérer maintenant la température de couleur, je ne parle pas naturellement de tout ce qui est programmation dans le temps, dans l'intensité, etc. et tout, mais maintenant il devient aussi intéressant de pouvoir travailler le spectre. D'ailleurs, un exemple qui remonte à quelques années, au musée du Louvre, la Joconde est éclairée avec une source, je dirais, multispectrale, puisqu'il y a 7 LED, des ensembles de 7 à 8 LED colorés. Et là, ça a été de choisir le spectre que l'on désirait donner, je dirais, aux visiteurs. Donc aujourd'hui, ça devient, avec le Thalys, eh ben, les sources existent, ça devient du commun, ce n'est plus de l'expérimental, comme cela a été il y a à peu près 7-8 ans.